Au sommaire de cette édition, la Chambre de commerce européenne et la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire ont rencontré les entreprises pour échanger sur l'annexe fiscale 2024. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de la République de Côte d'Ivoire a mobilisé ses collaborateurs pour un engagement sans faille dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les enjeux de l'élevage de l'atterrure ont été évoqués à l'université Nangui à Bourgois et c'est à voir dans cette édition. Bienvenue à tous. Les nouvelles dispositions de l'annexe fiscale 2024 sont connues, mais elles continuent de faire débat. Les acteurs du secteur privé ont donc été invités pour renforcer leur compréhension sur ces dispositions à l'initiative de la Chambre de commerce européenne. L'objectif est de contribuer à la promotion du secteur privé dynamique et compétitif. Ce rendez-vous incontournable des entreprises a bénéficié de l'appui technique du directeur général des impôts de Côte d'Ivoire. Autres détails avec Zénab Dosso et Richard Akeki. Les nouvelles dispositions de l'annexe fiscale 2024 continuent de faire objet d'échanges entre les entreprises et institutions publiques. Les acteurs du secteur privé ont été invités pour renforcer leur compréhension sur les dispositions à l'initiative de la Chambre de commerce européenne, Eurocham. L'objectif visé est de contribuer à la promotion du secteur privé dynamique et compétitif. Ce rendez-vous incontournable des entreprises a bénéficié de l'appui technique du directeur général des impôts qui a clairement défini, entre autres, les réformes de l'ITS, impôt traitement salaire, impôt brut total, impôt net et la fiscalité environnementale. Selon lui, l'ensemble de ces mesures vise à maintenir le rythme de la croissance économique et permettre au gouvernement d'améliorer la capacité de mobilisation des ressources de l'État. Il est clair que chaque année, nous avons besoin de clarifier les nouveaux éléments de l'annexe fiscale et nous avons posé de nombreuses questions aujourd'hui qui nous ont permis de comprendre pourquoi ces modifications étaient intervenues et nous constatons que pour grand nombre, c'est des systèmes plutôt de facilitation de l'impôt. Nous restons conscients que la question fiscale n'est pas encore très digeste pour nos concitoyens. Et notre rôle, c'est d'aller vers ces concitoyens, ces chefs d'entreprise, ces salariés, pour expliquer le contenu de l'annexe fiscale, afin que nous ayons la même compréhension des choses. Cela évite des contentieux ultérieurs, à la fois, je dirais, inutiles. Pour rappel, la Chambre de commerce européenne Eurocham contribue au développement des compétences des collaborateurs et des dirigeants d'entreprises grâce à ces formations. Pour l'édition 2024 de la rencontre, ce sont plus de 200 entreprises membres de Eurocham qui étaient présentes. Ce 8 février 2024, l'hôtel particulier d'Abidjan Cocody a servi de cadre pour la soirée brunch organisée par Yango, service de transport, de passagers et de livraison. L'objectif général du brunch Yango est de promouvoir l'innovation, la croissance économique des transports urbains en Côte d'Ivoire. Le point avec Tiane Cablancon et Setekissi. En marge de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Total Energy 2023, Yango a organisé son tout premier brunch Yango Connect afin de favoriser la collaboration et les partenariats entre les acteurs clés de l'écosystème des VTC et d'autres parties prenantes. Co-créer avec Yango des opportunités propices à la formation de partenariats stratégiques favorables à l'innovation et à la croissance économique dans le secteur et soutenir l'innovation technologique et la création d'emplois dans le secteur des VTC en Côte d'Ivoire, tout en alignant les échanges entre les idées et les priorités nationales sur ces questions. A moment, a time of great celebration with un moment de grande célébration with the Ivorian people and a country that we have had a special place in our heart over the years. avec le peuple ivoirien et surtout dans un pays qui a une place spéciale dans leur cœur. And we know that putting on a grand event like AFCON in Côte d'Ivoire is a momentous challenge. Et ils sont conscients en fait que la Cannes est un événement critique et important pour la Côte d'Ivoire spécifiquement. We have been proud to engage in
collaboration. Ils sont fiers en fait de s'engager dans une collaboration with the airport of Abidjan avec l'aéroport d'Abidjan in building a streamlined customer service bâtir un service à la clientèle de pointe for all the visitors that are arriving for AFCON pour tous les visiteurs qui viennent en Côte d'Ivoire pour cette CAN and arrive to see the bright face that Côte d'Ivoire has to offer, starting with the airport. Et qui viennent en fait pour découvrir le plus beau visage de la Côte d'Ivoire en commençant par l'aéroport et les transports, bien entendu. Orchestré par Yango, le branch Yango Connect répond aux attentes des acteurs clés de l'écosystème des VTC, offrant une plateforme pour le dialogue et la création de partenariats. Un événement Yango Connect pour que les acteurs du monde technologique en Côte d'Ivoire puissent se rencontrer autour des thèmes qui sont crédibles pour notre secteur, pas seulement le VTC, mais la technologie en général. Voilà. Je pense bien, Yango est très bien parti aussi en ce début d'année avec l'accompagnement même du pays, parce que lorsque la Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique, nous, on se devait d'aider et d'accompagner en termes de mobilité urbaine, faciliter la mobilité urbaine dans toutes les villes hôtes de la CAN. Et on a pu réussir à séparer avec le soutien de tous les ministères, notamment le ministère des Transports, le ministère de la Digitalisation et autres. Et c'est un franc succès et on en est très heureux. En pleine période de la Coupe d'Afrique des Nations, cet événement symbolise une nouvelle ère pour le transport et la technologie en Côte d'Ivoire, renforçant le rôle transformateur de Yango. D'autant que Yango, à travers ce branch, veut promouvoir l'innovation, la croissance économique des transports urbains en Côte d'Ivoire. L'année 2024 s'annonce chargée pour le personnel de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de la République de Côte d'Ivoire. Pour les 5 prochaines années, le président de l'institution, Epiphane Zorobi Balo, ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un modèle en matière de lutte contre la corruption. Il a donc mobilisé ses collaborateurs pour un engagement sans faille dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en 2024. C'était ce 8 février, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre le président de la HABG et le personnel de la HABG, Konina Norgo et Richard Akeke. Le personnel de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance au grand complet est venu présenter ce jeudi 8 février 2024 leurs vœux de nouvel an au président de l'institution, Epiphane Zorobi Balo. Successivement, membres du cabinet et du conseil de la HABG, le secrétaire général, les directeurs ainsi que les chefs de service sont passés serrer la main du président et lui souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2024. Monsieur le Président, le personnel de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance me charge donc de formuler à votre endroit, à l'endroit de votre épouse ainsi que de votre famille, ces vœux de bonne et heureuse année 2024. Que toutes vos entreprises et tous vos projets soient bénis et couronnés de succès en cette nouvelle année 2024. Nous demeurons mobilisés et animés par une grande volonté de réussir cette mission à vos côtés. Au nom de l'ensemble du personnel de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, que cette année soit éclairée par la flamme d'une franche collaboration et les étincelles d'un succès éclatant dans toutes vos entreprises. En retour, Epiphane Zorobi Balo a félicité ses collaborateurs pour les résultats de l'année écoulée avant de dévoiler ses objectifs pour la nouvelle année. Objectifs qui nécessitent un engagement sans faille de ses collaborateurs. Il s'agira pour la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de mettre en place une académie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Mettre en place le Conseil national de bonne gouvernance, renforcer les activités de collecte des déclarations de patrimoine, dont le taux a atteint 80% à fin décembre 2023, et ne pas se contenter de recevoir les déclarations, de plus se contenter de recevoir les déclarations, mais de commencer en 2024 à traiter les déclarations, pour examiner la sincérité des déclarations d'entrée en fonction, les déclarations de sortie de fonction, évaluer l'enrichissement qui a été fait entre-temps, entre ces deux moments. Grâce aux efforts de la HABG dans la lutte contre la corruption,
La Côte d'Ivoire est passée de la 99e place sur 180 en 2022 à la 87e place en 2023 dans le classement de l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International. Une dynamique que Epiphane Zoro-Bibalo entend poursuivre en 2024. Et puis un travail de recherche a été mené sur l'atterrure, connu sous le vocable hérisson. Ce travail sur cet animal dont la viande fait partie des mets des Ivoiriens a permis de relever les enjeux économiques, sociologiques et environnementaux liés à l'élevage de l'atterrure en Côte d'Ivoire. Le point avec Ange Assémian et Doumbia Ayouba qui étaient présents à l'université Nangui-Arbourgois. L'atterrure, ou encore appelé le hérisson, un animal dont la viande fait partie du patrimoine culinaire ivoirien, a fait l'objet de recherches en biologie et production animale à l'université Nangui-Arbourgois. L'objectif de ce travail, comment préserver cette espèce qui est très prisée dans les marmites. Patrimoine culturel, culinaire de notre pays. Et donc, cet animal qui est beaucoup prisé, nous remarquons que les changements climatiques et autres, nous constatons qu'il risquerait d'avoir disparition de l'espèce. Et donc, il faut préserver cette espèce, d'une part. Et d'autre part, d'une façon générale aussi, contribuer à réduire le déficit de la Côte d'Ivoire en viande. L'atterrure coûterait en moyenne entre 20 et 40 000 francs l'unité. Il pourrait générer de l'emploi grâce à un élevage structuré. Tout comme les portefeuilles, l'écologie gagnerait autant. Les enseignants-chercheurs en système d'élevage et nutrition animale tels que le professeur Kimsé appellent à favoriser l'élevage de l'atterrure. Le problème est qu'il y a déficit en viande en Côte d'Ivoire. On importe beaucoup. Deuxième problème, on s'attaque à quelque chose qui fait partie de notre patrimoine, qui risque de disparaître si rien n'est fait. Troisième problème, on souffre d'emploi, on a des difficultés d'emploi, on souffre. Il y a un manque, il y a un domaine de l'élevage que nous devons valoriser. Développer cet élevage, faire la recherche encore plus poussée pour rendre cet élevage encore plus productif, alors cela sera une manne pour les Ivoiriens. Une soutenance de thèse de l'impétrant du docteur Kimsé Moussa, sanctionnée par la mention très honorable, vient accroître le nombre de chercheurs en production animale pour la préservation de l'atterrure. Recevons à présent l'invité de la rédaction. Dr Tanomea Antoine est directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme de la République de Côte d'Ivoire et nous le recevons pour parler du bilan des activités du programme pour l'année 2023. Bienvenue, docteur, sur le plateau de Business 24 Africa. Merci, madame, de nous permettre de parler de paludisme ce jour. Merci. Merci. De prime abord, quels sont les objectifs, sinon les missions du programme? Bien, tout d'abord, je voulais dire merci à notre ministre de la Santé, M. Pierre Demba, qui nous permet de parler ce jour-là du paludisme, puisqu'il en est le premier responsable. Mais notre mission, c'est de coordonner toutes les interventions de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire et de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité du paludisme par les activités de prévention, de promotion de la santé et aussi des activités curatives. Justement, parlons des activités. Quelles ont été les activités majeures pour 2023? En 2023, nous avons eu plusieurs activités, mais l'activité majeure, nous avons eu d'abord mobilisé des ressources, premièrement. Nous avons, dans la mobilisation des ressources, on a mobilisé les ressources pour la lutte contre le paludisme pour les années 2024 et 2026 via le Fonds mondial. Nous avons mobilisé les ressources aussi auprès du Fonds présidentiel américain qu'on appelle PMI, qui nous permet aussi de pouvoir lutter contre le paludisme 2024-2026. Donc à ce jour, pendant les 3 années à venir, il y a des ressources pour lutter contre le paludisme. Et il y a aussi l'État qui accompagne. Mais cela ne veut pas dire qu'on a tous les 100% des ressources. On essaie encore de mobiliser encore d'autres ressources complémentaires. Ça, c'était la première activité. Nous avons pris en charge les personnes
qui ont contracté le paludisme au cours de l'année. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'on commence à voir une bonne réduction des cas de décès depuis 2017 et cela continue. On a aussi fait de la prévention parce qu'aujourd'hui, le paludisme, tout le monde sait comment soigner le paludisme, comment traiter le paludisme, comment prévenir le paludisme, mais il faut que cela soit concret. Donc nous avons changé la façon de communiquer. On a fait des communications de proximité, des communications comme on le fait actuellement, de telle sorte qu'on ait un véritable changement de comportement. Notre souci, on a les médias sont disponibles pour la population. Il faut bien que les moustiquaires qui sont disponibles, il faut bien que la population l'utilise. Donc nous avons travaillé sur ça. Et nous avons travaillé aussi sur le fait que pour travailler avec les acteurs, pour qu'ils soient très bien formés, pour que les gens puissent bénéficier d'un bon traitement. Donc en gros, voilà ce que je peux dire, ce qui a été fait au cours de l'année 2023. Parlons justement de bilan. Vous avez évoqué le taux de mortalité qui a baissé. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Dans le bilan, il faut dire que c'est vrai. Et le taux baisse. Nous sommes passés de 3222 cas de décès en 2017. Aujourd'hui, en fin 2023, nous sommes à 1585 décès. C'est vrai, moins de 50, ça fait 50% des cas de décès qui baissent. Mais on n'est pas encore satisfait. Notre objectif, c'est de faire de telle sorte qu'on ait moins d'un cas de décès par année. Mais aujourd'hui, les enfants continuent de mourir de paludisme. Donc l'objectif n'est pas encore atteint. Bien sûr qu'on voit comme ça, on se dit que la lutte progresse, c'est vrai. Bon, on n'a pas encore atteint les objectifs. Mais par contre, le nombre de cas augmente. Le nombre de cas augmente. Et quelles sont les raisons? Les raisons, c'est qu'aujourd'hui, ça voudrait dire que les agents de santé travaillent bien. Ils arrivent à dépister tous les cas. On a aussi des agents de santé communautaires qui vont dans tous les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé, et on arrive à dépister tous les cas de paludisme. Ça, c'est déjà le point positif. Ça, c'est le point positif. Mais le côté, c'est que ça augmente tous les jours et ce n'est pas normal. Et là aussi, on peut expliquer le fait aussi qu'il y a un changement climatique. Depuis l'année 2023, la pluie a commencé en février et jusqu'en décembre, il pleut. Donc, là où il n'y avait pas de gîtes larvaires avant, nous avons des gîtes larvaires, c'est-à-dire les lieux de reproduction des moustiques. Donc, cela fait sans dire qu'il y a le nombre de moustiques qui a augmenté, le nombre de cas augmente. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui en tant que gestionnaire de programme, c'est fait de telle sorte que la population ne meurt pas de paludisme. Justement, et on parle de zéro paludisme pendant cette Cannes 2023 qui est organisée par la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2024, mais on parle de Cannes 2023 et on parle aussi de zéro paludisme. Comment ça se passe sur le terrain? Pour la Cannes qui est en train de se dérouler dans notre pays aujourd'hui, c'est une Cannes, on voulait une Cannes sans paludisme. Et pour cela, au début des préparatifs, nous avons mis à la disposition de toutes les populations qui viennent d'ailleurs et de Côte d'Ivoire le guide du voyageur. Dans ce guide du voyageur, cela donne les recommandations et les mesures que toutes les populations devaient pouvoir prendre avant d'être en Côte d'Ivoire pour ne pas contracter le paludisme. Cela a été distribué sur tous les sites RBM, OMS, COCAN et le site même du PNLP, de telle sorte que les populations qui viennent d'ailleurs puissent avoir accès. Mais cela, et nous avons complété avec des activités promotionnelles, que ce soit à la télé ou à la radio, pour informer les populations comment prévenir le paludisme. Et dans le vif du sujet, toutes les régions, surtout les villes Cannes, la ville où on joue, la ville où se déroule la Cannes, San Pedro, Boaké, Abidjan, il y a une disposition particulière qui a été faite avec la disposition qui a été mise en place par le ministère de la Santé. Tous les villages Cannes, nous sommes présents. Ce n'est pas le programme national de lutte contre le paludisme seulement. Tous les autres programmes sont présents. Mais cela veut dire pour le paludisme, lorsque vous avez un cas de fièvre, que cela soit pris en charge. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, à la veille des finales, tous les cas de paludisme que la population ont été contractés, les personnes qui ont contracté les cas de paludisme ont été pris en charge. Tous les cas ont été pris en charge. Cela fait qu'aujourd'hui, on se dit que le bilan est bon à présent et qu'on n'a pas encore appris qu'une personne a eu un cas de fièvre qui n'a pas été dépisté. Mais ce qui a été bien,
c'est qu'on a mis des dispositions de telle sorte que, pour ne pas que ça soit le paludisme seulement, on s'est dit que toute personne qui vient, parce qu'on a vu aussi quelques mois antérieurs, on a eu une épidémie de dengue, on a pris les dispositions de telle sorte que tout malade, toute personne qui vient pour fièvre, on puisse dépister et le paludisme et la dengue. Mais heureusement, on n'a pas pu avoir des cas de dengue, c'est une bonne nouvelle, on n'a pas eu de cas de dengue, mais les cas de paludisme qu'on a trouvés ont été pris en charge correctement. D'accord, on va terminer avec les perspectives pour 2024. 2024, c'est une année charnière. 2024, nous allons d'abord commencer par la campagne. La campagne de destruction de masse des moustiquaires imprégnés l'ordre d'action. Et là, nous appelons les populations pour que la population sorte. Nous allons dénombrer la population à partir du mois de mars. Et dans le mois d'avril et de mai, nous allons distribuer les moustiquaires. Ça, c'est important, mais ce n'est pas la distribution, ce n'est pas l'acte de distribuer qui est important pour nous. C'est que quand la population va bénéficier, qui vont bénéficier des moustiquaires, que ces moustiquaires soient utilisés. Parce que si on utilise la moustiquaire, si 80% de la population utilise la moustiquaire, nous allons réduire le nombre de cas de paludisme de 15% la première année, 10%, 12% la deuxième année et 10% la troisième année. Cela va nous permettre de réduire le nombre de cas. Considérablement. Cela, on disait tout à l'heure que le nombre de cas augmente. Ça va nous permettre de réduire le nombre de cas. Donc, en dehors de cette importante activité, nous allons faire ce qu'on appelle le colloque scientifique. Parce que nous avons des chercheurs. On a de la recherche opérationnelle qui se fait sur le paludisme. Donc, la recherche opérationnelle qui a eu lieu en 2020, 2021, 2023, cela va être... on va restituer les résultats. On va restituer les résultats partagés à toute la population dans le mois d'avril. Donc, on va voir ce qui a été fait en matière de recherche. Parce que la recherche nous permet d'avoir des données factuelles afin de pouvoir réorienter la lutte contre le paludisme. Et nous allons pouvoir implémenter le vaccin. Parce qu'il y a quelques pays qui ont déjà commencé. C'est une innovation pour la Côte d'Ivoire. C'est une innovation pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a le Cameroun qui a commencé. Avant-hier, c'était le Burkina. Donc, la Côte d'Ivoire aussi va rentrer dans la poule de tous ces pays-là qui ont commencé le vaccin. Donc, à partir du troisième trimestre, on pense que les enfants de moins de 5 ans, ces enfants qui sont éligibles pourront bénéficier de ce vaccin. Et on pourra terminer pour dire qu'il y a des activités, la prise en charge, on appelle ça la chimioprévention du paludisme saisonnier. Nous recevions Dr Meya Antoine, qui est directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. 1-0, c'est le score de la deuxième demi-finale de la CAN 2023, score en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire qui affrontaient les léopards de la République démocratique du Congo. Une victoire qui envoie Sébastien Haller et ses camarades en finale pour une 3e étoile. Retour sur l'ambiance d'un match suivi de bout en bout à Grand Laou, dans un village CAN dressé par les autorités municipales. Anja Sémian et Abel Kouaou. Comme tous les matchs de football, celui qui oppose les éléphants aux léopards de la RDC n'échappe pas aux interminables pronostics. À quelques minutes du coup d'envoi à Grand Laou, on est plutôt confiant à l'image de cette autorité municipale. Une confiance qui va s'avérer juste car quelques minutes après la première mi-temps, Sébastien Haller, d'une reprise de volée, arrive à catapulter la balle au fond des filets congolais. 1-0 pour les éléphants qui vont conserver leur mise jusqu'au coup de sifflet final pour le bonheur des Ivoiriens en général et ceux du village CAN de Grand Laou en particulier. Nous rendons gloire à Dieu, nous félicitons les éléphants. Vive le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a tout donné à sa jeunesse pour être au-dessus de la jeunesse africaine. Nous rendons gloire à Dieu. Merci infiniment au président de la République. Merci beaucoup. Il faut dire que nous revenons de très loin. L'entraîneur s'est bonifié, les joueurs ont pris conscience que beaucoup de sacrifices ont été faits et qu'il ne fallait pas décevoir les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre équipe. Quel que soit l'enjeu, nous sommes fiers de nos garçons et c'est ça qui est le plus important. Les joueurs se sont mis autour de l'entraîneur pour former un bloc, pour former une équipe, afin que cette coupe-là reste en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est à l'honneur de l'entraîneur, il faut le garder pour nous amener au Maroc à la CAN prochaine. Je suis Mme Kouadio. La coupe reste chez nous. On l'a toujours dit, la coupe
va pas quelque part. Cette coupe-là, nous allons battre le Nigeria 2-0 et nous la prenons. Merci au président, merci au président, merci au président de la République. Merci le Seigneur Jésus de nous avoir donné cette victoire. Nous sommes très heureux. Merci, merci, merci au président de la Côte d'Ivoire. De la joie pour les autorités municipales de Grand Laou, initiatrices du village Cannes, mais également de la joie pour les populations de la cité des Trois Eaux. De la mort à la vie après leur faux pas lors des matchs de poule où tout semblait perdu, les éléphants ont dépuré pris du poil de la bête en battant tour à tour les lions de la Teranga, les aigles du Mali et aujourd'hui les léopards venus de la RDC. Plus qu'une étape pour soulever le trophée continental tant convoité, mais pour cela, Simon Adengra, Seko Fofana, Max Alain Gradel et leurs camarades vont devoir battre en finale ce dimanche 11 février les Super Eagles du Nigeria sous le coup de 20h au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Rendons-nous à Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de la région du Gontougo, pour parler santé. Le district sanitaire de Bondoukou a tenu la grande réunion pour faire le bilan des activités sanitaires de l'année écoulée. Suivons ce résumé que nous propose Anissé Kwadjo, notre correspondant dans le Gontougo. Ils ont répondu tous présents, les responsables des différentes structures sanitaires publiques et privées, les médecins-chefs des centres de santé urbains, ainsi que les ONG intervenant dans le système sanitaire départemental, à l'appel du premier responsable du district sanitaire de Bondoukou. Objectif, faire le bilan des activités sanitaires de l'année écoulée, qui a pour vision d'élaborer le plan d'action de l'année 2024. À l'issue de ces recommandations, nous allons élaborer notre plan d'action 2024, qui sera un peu notre boussole pour toutes les activités qui vont être menées pendant toute cette année 2024. Cette rencontre de tous les acteurs du district sanitaire de Bondoukou avait également pour objectif d'inviter chaque centre de santé à faire le point de ses activités de l'année écoulée et faire des recommandations dans le cadre du plan d'action 2024. Savoir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, pour que nous puissions apporter des corrections pour l'amélioration des indicateurs de santé du district sanitaire de Bondoukou. On a eu beaucoup de difficultés et que ce bilan nous a permis de voir quelles sont ces difficultés-là et puis en fonction de ces difficultés, pour avoir des perspectives pour l'année 2024. Cet atelier, ça nous permettra désormais de corriger nos erreurs sur le terrain à travers des activités que nous menons. Cette activité a enregistré la présence des autorités du conseil municipal de Bondoukou et du conseil régional du Gontougo, qui avaient à leur côté le sous-préfet central, représentant le préfet de région. Au nom de monsieur le préfet de région, féliciter monsieur le directeur départemental de santé. L'organisation de cette séance nous permet également, nous en tant qu'autorité administrative, d'apprécier toutes les activités réalisées. Le bilan des activités 2023 a permis au district sanitaire de Bondoukou d'élaborer son plan d'action opérationnel qui s'étend sur 3 axes, à savoir le renforcement de la bonne gouvernance, le renforcement de l'offre et de l'accessibilité des populations aux soins de qualité, le renforcement de la promotion de la santé et de la lutte contre les maladies. Notons qu'en 2023, le district sanitaire de Bondoukou a enregistré 22 décès maternels contre 36 en 2022. Une véritable performance à saluer au vu de la conjugaison des efforts de tous les acteurs du système sanitaire qui ont fait de la lutte contre les décès maternels leur priorité. En images, pour finir, au Burkina Faso, le Centre international pour le développement des engrais a lancé un projet visant à améliorer l'accès à l'utilisation d'engrais par les petits exploitants agricoles. D'un coût total de 1,46 million de dollars, il est financé, le projet, par l'initiative Sustain Africa, mise en œuvre par le Partenariat africain pour les engrais de l'agro-industrie. À travers ce projet, l'IFDC prévoit d'ici mai prochain de rendre disponibles 20 000 tonnes d'engrais au profit de 100 000 petits producteurs ainsi que 70 grossistes et détaillants. Et puis en Zambie, la structure de microfinance zambienne Bayport Financial Services a conclu un accord de prêt d'un montant de 10 millions de dollars avec l'agence norvégienne de financement du développement. La facilité de crédit permettra à la filiale de holding mauricienne d'étendre ses opérations de prêt à l'endroit des petites et moyennes entreprises zambiennes. C'est la fin de cette édition. Merci, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi sur Business 24 Africa, la télé utile. Très bonne suite de programme.
Afrique.